Départ, il ressentit un profond soulagement. Il était enfin libre. Plus personne n'était là pour surveiller ses moindres faits et gestes. Il avait toute la liberté de faire ce qu'il voulait sans être interrogé ni soupçonné. Mamadou reprit son terrible mode de vie, couchant avec de jeunes adolescentes comme à son habitude. Un mois plus tard, Mamadou rencontra une belle fille nommée Jamila. C'était une jeune fille de 16 ans, fille d'une veuve pauvre. Mamadou l'aperçut alors qu'elle allait acheter de la nourriture pour le dîner. Il conduisait sa luxueuse Mercedes-Benz. Il arrêta sa voiture à côté d'elle et dit « Bonjour ma belle, puis-je connaître ton nom ?»« Bonsoir monsieur, je m'appelle Jamila. Waouh, tu es une si belle fille. Est-ce que quelqu'un te l'a dit aujourd'hui ?» Jamila sourit et détourna timidement le regard. C'était la première fois qu'un homme avec une voiture chère s'arrêtait pour lui parler et admirer sa beauté. Elle était submergée par l'attention de Mamadou. Elle se sentait spéciale, comme elle ne l'avait jamais ressenti auparavant. Sa flatterie, ses compliments sur sa beauté, ainsi que la voiture de luxe qu'il conduisait, lui donnèrent l'impression d'être le centre de son monde. Pour une jeune fille issue d'un milieu pauvre, sans figure paternelle, c'était comme un rêve devenu réalité, l'une de ces histoires romantiques qu'elle avait souvent vues dans les films de Hollywood, celle d'un homme riche tombant amoureux d'une jeune fille du village. Mais elle ne savait pas que c'était bien plus que cela. Elle répondit avec enthousiasme à toutes les questions que Mamadou lui posa. Avant de partir, Mamadou sortit sa carte de visite et la remit à Jamila. « Appelle-moi quand tu rentreras, ma belle », lui dit-il. Puis il lui donna 100 000 francs et partit. Jamila était tellement excitée. Elle avait l'impression d'avoir enfin rencontré un homme qui pourrait sauver sa pauvre mère et ses frères et sœurs. Elle était folle de joie. Son enthousiasme l'amena à prendre une décision impulsive. Cette nuit-là, Jamila prit le téléphone de sa mère alors qu'elle pensait que personne ne la regardait et appela secrètement Mamadou. Il la rassura avec des mots doux, la convainquant qu'il l'aimait profondément et que ce qu'il partageait était sincère. Pour Jamila, cela ressemblait à de l'amour, car elle ne connaissait rien aux émotions, aux relations et aux hommes. Mais Mamadou savait exactement ce qu'il faisait. Il jouait sur sa naïveté. Il lui donna rendez-vous dans un hôtel à midi le lendemain, un plan qu'il avait soigneusement mis en place pour poursuivre son cycle inquiétant de pédophilie. Jamila, pensant qu'elle allait rencontrer l'amour de sa vie, était remplie d'excitation et d'impatience, ne sachant pas qu'elle marchait droit dans un piège dangereux tendu par Mamadou, qui avait ses propres intentions tordues. Elle accepta de rencontrer Mamadou à l'hôtel. Dès 13h30, elle s'échappa de la maison de sa mère pour aller le voir, prévoyant de rentrer avant 17h, heure à laquelle sa mère revenait souvent du marché. Lorsqu'elle rencontra Mamadou à l'hôtel, il la convainquit encore plus qu'il l'aimait profondément et la persuada de lui donner volontairement sa virginité. Après ce jour, chaque fois que Mamadou voulait Jamila, il l'appelait et lui demandait de le rencontrer à l'hôtel. Cela continua ainsi pendant un certain temps. Mamadou garda secrète ses aventures avec Jamila, jusqu'au jour où Jamila tomba malade et où son corps commença à changer. Elle comprit qu'elle était enceinte. Elle alla annoncer la nouvelle à Mamadou avec enthousiasme, mais à sa grande surprise, il devint furieux. « Je pensais que tu étais une grande fille. Pourquoi as-tu laissé cette chose arriver? Je t'ai donné de l'argent pour acheter des médicaments et d'autres choses pour te garder propre et éviter une grossesse. Alors comment es-tu tombée enceinte? Eh bien, tu dois mettre fin à cette grossesse. Tu ne peux pas garder cet enfant. Je pensais que tu étais une grande fille. Pourquoi as-tu laissé cette chose arriver? Je t'ai donné de l'argent pour acheter des médicaments et d'autres choses pour te garder propre et éviter une grossesse. Alors comment es-tu tombée enceinte? Eh bien, tu dois mettre fin à cette grossesse. Tu ne peux pas garder cet enfant. Mais je pensais que tu m'avais dit que tu m'aimais. Pourquoi veux-tu que j'avorte? Le fait que je t'ai dit que je t'aime ne signifie pas que je veux faire de toi ma femme ou avoir un enfant avec toi. » Mamadou remit une grosse somme d'argent à Jamila et lui demanda d'interrompre la grossesse. Jamila rentra chez elle ce jour-là, effrayée. Elle garda le secret vis-à-vis de sa mère. Elle décida de rencontrer sa meilleure amie, Soraya, qui avait déjà avorté, et lui expliqua sa situation. Après avoir écouté Jamila, Soraya se sentit désolée pour elle et l'emmena chez un charlatan bon marché pour l'intervention. Cependant, au cours de l'intervention, Jamila connut des complications qui lui firent perdre beaucoup de sang. Elle rentra chez elle après l'avortement, souffrant de douleurs intenses. La douleur devint insupportable pendant la nuit et tragiquement, Jamila mourut d'une hémorragie excessive. Lorsque la mère de Jamila entra dans sa chambre le lendemain matin, elle trouva sa fille sans vie, son lit trempé de sang. Elle emmena Jamila d'urgence à l'hôpital. Après une autopsie, la mère fut informée de la véritable cause du décès de sa fille. Lorsqu'elle apprit ce qui était arrivé à Jamila, elle fut dévastée, le cœur brisé. Elle appela sa seule sœur, Hadja, qui était juge. C'était Hadja qui avait soutenu Jamila à l'école depuis le décès de son père. Dès qu'elle apprit la mort de sa nièce, elle fut anéantie. Elle aimait tellement Jamila qu'elle avait même prévu de l'emmener à l'étranger pour des études supérieures. Hadja jura de faire justice et de se venger pour sa nièce. Elle promit de découvrir l'homme responsable de la mort de Jamila et commença à enquêter. Elle demanda à la mère de Jamila si elle savait qui avait mis sa fille enceinte. La mère de Jamila n'avait aucune idée, car sa fille n'avait jamais mentionné personne. Elle commença à enquêter, parlant à tous ceux qui auraient pu savoir quelque chose sur la vie récente de Jamila. Elle interrogea ses amis, ses professeurs
et même ses voisins, espérant trouver un indice qui pourrait la conduire à l'identité de l'homme responsable de la grossesse et de la mort de sa fille. Grâce à son enquête, elle découvrit finalement que Jamila avait eu des rencontres secrètes avec Mamadou. Elle apprit de camarades de classe de Jamila que celle-ci avait passé du temps avec un homme riche qui lui avait promis une vie meilleure. Mais personne ne savait qui il était, car aucun d'entre eux ne l'avait jamais rencontré. Une semaine après l'enterrement de Jamila, la mère décida de brûler certains de ses effets personnels, y compris ses vêtements. En fouillant dans son sac, elle souleva un vêtement et remarqua qu'une carte de visite était tombée. Elle la ramassa et vit le nom écrit en gros caractères « Mamadou's Group of Companies ». Au début, elle fut sceptique. Comment sa fille, une jeune fille qui n'avait même pas fini le lycée, pouvait-elle avoir une carte d'une entreprise aussi prestigieuse? Cette nuit-là, la mère de Jamila n'arrivait pas à dormir, obsédée par cette carte. Elle décida de demander à la meilleure amie de Jamila, Soraya, si elle savait qui avait donné la carte à sa fille. La mère de Jamila, agitée, ne pouvait attendre le lever du jour. Le lendemain matin, elle se rendit directement chez Soraya. Quand elle arriva, elle trouva Soraya en train de laver des vêtements. Elle lui demanda « Ma chérie, comment vas-tu, toi et ta famille? J'ai trouvé cette carte dans les affaires de Jamila hier soir. Sais-tu qui la lui a donnée ?» Soraya fut d'abord confuse, mais après avoir regardé la carte de plus près, elle répondit « Oui maman, il y a des mois, Jamila m'a dit qu'elle avait enfin trouvé l'amour avec un homme très riche qui lui avait promis de l'épouser. Elle lui rendait souvent visite dans un hôtel, mais elle est tombée enceinte et l'homme a rejeté la grossesse, lui disant d'avorter. La mère de Jamila eut le cœur brisé en apprenant ce qui était arrivé à sa fille et comment tout avait commencé. « Ma chère, s'il te plaît, connais-tu le nom de l'hôtel où elle rencontrait cet homme ?»« Oui, madame. Je connais le nom de l'hôtel. Il s'appelle Résidence Lagune d'Abidjan, le long de la rue Lagune. C'est un bâtiment marron et blanc. » Cependant, Soraya ne révéla pas à la mère de Jamila que c'était elle qui l'avait emmenée chez le charlatan, ce qui avait causé sa mort. « Merci, ma chère. Je vais prendre congé maintenant. Continue ce que tu fais. » La mère de Jamila partit. Dès qu'elle rentra chez elle, elle appela sa sœur, Adja. Adja lui dit que la carte de visite et le nom de l'hôtel étaient des indices suffisants pour retrouver Mamadou. Adja promit de prendre le vol du lendemain matin pour se rendre à Abidjan. Comme prévu, elle arriva le lendemain matin et se rendit immédiatement chez Soraya. Adja remarqua que Soraya avait peur et qu'elle cachait quelque chose. Elle la menaça donc de l'arrêter et de l'envoyer en prison si elle n'avouait pas tout ce qui s'était passé. Par peur, Soraya avoua et révéla que c'était elle qui avait indiqué à Jamila où pratiquer l'avortement. La mère de Jamila, en entendant ces mots, ressentit une vive douleur dans la poitrine. Cette révélation lui brisa le cœur. Sa fille, dans son innocence, avait été attirée dans un monde de manipulation et de tromperie par un homme qui lui avait promis de l'aimer, mais l'avait laissée seule face aux conséquences. Les aveux de Soraya confirmaient tout. Jamila fréquentait Mamadou et il avait non seulement trahi sa confiance, mais l'avait poussée à un point où elle pensait n'avoir d'autre choix que d'interrompre sa grossesse, ce qui avait conduit à sa mort tragique. La mère de Jamila, accablée par le chagrin et la colère, savait qu'elle devait agir. Elle devait affronter Mamadou et exiger justice pour sa fille. Mais elle réalisa aussi que l'homme avec qui elle avait affaire était puissant et que l'affronter seule ne suffirait peut-être pas. Adja commença à se préparer à traduire Mamadou en justice, utilisant sa position de juge pour faire pression afin qu'une enquête soit ouverte et, si nécessaire, que des poursuites soient engagées contre Mamadou pour son rôle dans la mort de Jamila. Elle jura que, quoi qu'il en coûte, elle découvrirait la vérité et tiendrait Mamadou responsable de ses actes, peu importe sa puissance ou son influence. Le lendemain matin, Adja dit à la mère de Jamila « Ma sœur, c'est vraiment tragique que nous ayons perdu Jamila à cause de cet homme cruel et égoïste. Mais je vais lui montrer de quoi je suis capable. Je vais lui donner une leçon qu'il n'oubliera jamais, pour qu'à l'avenir, il n'ose plus s'approcher d'une jeune fille. » Elle poursuivit « Tout d'abord, nous devons nous rendre au commissariat, puis demander à des policiers de nous accompagner jusqu'à l'hôtel. Nous devons retrouver sa trace. Si le numéro sur la carte correspond à celui de l'hôtel où il séjournait, cela nous aidera à confirmer s'il est bien l'homme impliqué dans cette affaire. » Elles quittèrent la maison ce matin-là pour se rendre au commissariat, puis partirent avec des policiers jusqu'à l'hôtel. Lorsqu'ils arrivèrent à la résidence Lagune d'Abidjan, ils demandèrent des informations sur Mamadou et ses dossiers. Ils vérifièrent les enregistrements, y compris les images de vidéosurveillance de l'hôtel qui permirent d'identifier Mamadou. Ils virent même une vidéo de Mamadou sortant de l'hôtel avec Jamila. La police prit des captures d'écran et utilisa les images comme preuve. L'un des policiers, qui connaissait très bien Mamadou, leur dit « Madame, je vous conseille de laisser tomber cette affaire. Cet homme ne peut pas être arrêté. Beaucoup ont essayé, mais ils n'ont pas réussi, car il a des relations puissantes dans la ville. » Adja sourit et répondit « Regardez-moi abattre cet homme. S'il s'est toujours tiré d'affaire sans être puni pour ses crimes, cette fois-ci, il paiera pour ce qu'il a fait. » Ils retournèrent ensemble au commissariat, tandis qu'Adja présentait les preuves qu'elle avait obtenues à l'hôtel. Les autorités envoyèrent les photos de Mamadou et Jamila au DPO, directeur de la police, insistant pour qu'un mandat d'arrêt soit émis contre Mamadou. Mais le DPO refusa, affirmant que les preuves n'étaient pas suffisantes pour arrêter une personnalité de haut rang comme Mamadou. Furieuse, Adja déclara
déclara « Il est évident que vous ne savez pas à qui vous parlez. » En colère, le DPO se leva et lui cria « Madame, qui êtes-vous pour me dire quoi faire dans mon bureau? Qui êtes-vous pour me dire comment faire mon travail? Vous devez être folle. Maintenant, quittez mon bureau. » Adja plongea sa main dans son sac, sortit sa carte d'identité et la lui montra. « Je suis l'un des juges en chef de la Haute Cour fédérale. Faites maintenant ce que je vous demande ou vous perdrez votre emploi. » Le DPO fut choqué. Il se mit à supplier « Je suis désolé, madame, je suis désolé. Je vais envoyer mes hommes immédiatement pour procéder à l'arrestation. » Pendant ce temps, Mamadou était assis dans son salon, regardant les nouvelles, quand il entendit frapper à sa porte. Il l'ouvrit et trouva des policiers au visage inconnu qu'il n'avait jamais vus auparavant. Il avait renvoyé ses gardes, car il n'avait plus besoin de leur service après la mort d'Adjoa. « Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Jamila », déclara l'un des policiers. En entendant le nom de Jamila, Mamadou eut un frisson dans le dos. Mais il se dit « Alors, pourquoi devrais-je avoir peur alors que j'ai des relations ?» Il décrocha rapidement son téléphone pour appeler le DPO. Cependant, le DPO lui répondit que l'affaire ne dépendait plus de lui. « Attendez, DPO, continua de bégayer Mamadou, mais le DPO lui raccrocha au nez. Mamadou fut arrêté et placé en détention. Il fut traduit devant le tribunal et la nouvelle de son arrestation se répandit dans toute la ville comme une traînée de poudre. Les parents d'Adjoa apprirent également la nouvelle de l'arrestation de Mamadou. Ils furent soulagés et heureux. Avec l'aide de leur famille, ils récoltèrent suffisamment d'argent pour rouvrir le dossier clos concernant leur fille, Adjoa, disparue depuis 1 an et 6 mois. Un mandat de perquisition fut émis par le tribunal pour fouiller la maison de Mamadou et rechercher des indices. La police arriva chez Mamadou et commença à fouiller tous les recoins de sa maison. Au cours de la fouille, ils découvrirent une zone inégale à l'arrière de sa propriété. La zone semblait négligée et abandonnée. L'un des policiers se demanda pourquoi le sol était si inégal et pensa que c'était peut-être là que Mamadou cachait son argent. Il prit 2 pelles et commença à creuser avec un autre policier. Après quelques minutes, ils déterrèrent un morceau de tissu. Les 2 officiers se regardèrent, surpris, pensant avoir trouvé une mine d'or. Avec détermination et impatience, ils continuèrent à creuser plus rapidement. En creusant plus profondément, ils finirent par découvrir un os et une structure squelettique humaine. Les officiers crièrent à presque sous le choc et s'enfuirent. Ils firent un rapport de leur découverte et le présentèrent au tribunal. La structure squelettique fut soigneusement examinée et il fut conclu qu'il s'agissait des restes d'Adjoa. Lorsque les parents d'Adjoa apprirent la nouvelle, sa mère, Awa, s'effondra au sol en larmes, se reprochant d'avoir laissé sa fille épouser Mamadou et vivre avec lui, alors qu'il savait qu'il était un agresseur cruel. C'est alors qu'ils comprirent pourquoi ils n'avaient pas eu de nouvelles d'Adjoa pendant toutes ces années. Ils pleurèrent leur fille et enterrèrent ses restes dans la propriété familiale. Pendant ce temps, Mamadou fut poursuivi en justice. Adja présenta toutes les preuves rassemblées contre lui, y compris les crimes qu'il avait commis contre de jeunes filles qu'il avait utilisées et rejetées dans le passé. Certaines de ces filles étaient mortes lors des avortements qu'il les avait forcées à subir, tandis que d'autres avaient subi des blessures permanentes. Sa femme, Mariam, se présenta également au tribunal pour témoigner contre lui. Le juge ne montra aucune pitié et Mamadou fut condamné à mort par pendaison. Le mois suivant, Mamadou fut exécuté, mettant ainsi fin à sa vie. Le mal qu'il avait si souvent commis l'avait finalement rattrapé. La sœur de Mamadou, Imani, rendit Malik à sa mère, s'excusant pour toute la douleur que son frère avait causée. Mariam reprit le contrôle de l'entreprise familiale et avec détermination reconstruisit sa vie. Elle épousa un homme qui l'aimait et la respectait profondément, et ensemble, ils eurent 3 enfants. Mariam prit également l'habitude d'envoyer une allocation mensuelle à toutes les familles touchées par les crimes de Mamadou, leur offrant soutien et réconfort. Au final, elles trouvèrent toute la paix et le bonheur. L'histoire de Jamila servit d'avertissement aux jeunes filles, leur rappelant d'être prudentes et conscientes des dangers de la naïveté. La mort tragique d'Adjoa devint un avertissement pour les parents, leur enseignant l'importance de ne pas compromettre l'avenir de leurs enfants pour de l'argent ou des gains égoïstes. Ainsi, malgré toute la douleur, la guérison fut possible et la vie continua. La mémoire des victimes survécut, rappelant la nécessité de l'amour, du respect et de la justice dans chaque famille. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez retenu et de quel pays vous nous suivez. Votre avis compte énormément. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer et de partager cette histoire autour de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment.